Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, à l'occasion de l'ouverture le 8 juillet prochain du premier restaurant Top Chef, un bistrot dont la carte est 100% signée par les candidats les plus cultes du programme, je suis ravie de discuter avec le non moins culte animateur Stéphane Rothenberg. Pékin Express, le Bachelor, Turbo, avec une carrière comme la sienne, on imagine facilement les nombreuses anecdotes qu'il a à raconter. Bonjour Stéphane. Bonjour à tout le monde. Et cette anecdote, d'ailleurs, c'est un tout début de carrière pour vous. Oui, j'ai très mal commencé. C'est le problème. Alors, ce sera le titre de cet épisode. Ça me plaît beaucoup. Non, j'ai raté mes premiers rendez-vous professionnels. Mais en fait, j'étais même pas majeur. J'avais 17 ans et demi. Je savais que je ne passerais pas le bac. Et je me dis, je vais commencer à travailler. Et vous en aviez discuté avec vos proches? Ouais, Comment est-ce que la nouvelle était perçue? C'est incroyable que mes parents aient accepté. C'est-à-dire qu'on est à 3 ou 4 mois du bac. J'ai 14 de moyenne, 13 de moyenne, je sais pas. Mais la perspective des études supérieures me terrifie et m'ennuie. J'ai pas envie de les faire. Et j'explique à mes parents que le bac est un passeport pour les études supérieures. Comme je veux pas en faire, j'ai pas besoin du bac. D'ailleurs. Voilà, j'ai pas besoin du bac. Dont acte. Mes parents sont des gens de classe moyenne, qui n'ont pas d'études supérieures, ma sœur était à bac plus 9, donc sont sidérés. Et je leur dis, mais c'est logique. Je vais pas faire d'études supérieures, donc voilà. Ah oui, mais il faut que tu commences à travailler derrière. Oui, je vais être journaliste. Journaliste, on peut faire le centre de formation des journalistes à bac plus 5, mais on peut aussi commencer à trier les dépêches, à faire les séries écrasées. Moi, je commencerai comme ça dans les rédactions. Très bien, vas-y. Et à 17 ans et demi, j'écris. J'envoie 3 lettres. Alors, j'ai oublié la 3e, mais j'envoie 3 lettres de motivation au quotidien L'Équipe, parce que j'adore le sport, j'adore la Formule 1, etc. Et puis à France Soir, qui à l'époque est de très loin le premier quotidien national populaire, mais un grand journal qui tire encore à des millions d'exemplaires par jour. Qu'est-ce que vous écrivez dans cette lettre-là? Je ne sais plus, mais c'est toute ma passion, toute mon envie de travailler. Je mens pas, etc. Mais voilà, et je parle de mes dilections, donc j'étais passionné de plein de choses, dont effectivement le sport automobile, etc. Et j'envoie. Et je suis, à ma grande surprise, dans les jours qui suivent, très très vite, à l'époque il n'y a pas encore de portable, donc c'est des coups de fil, etc. Je suis convoqué à la fois à la rédaction de l'un et de l'autre. Génial. Incroyable. Et j'y vais à 17 ans et demi, etc. Et le patron de avec François, votre gros sac à dos, même pas, voilà. Le patron de François me reçoit et me dit, mais quel âge vous avez? Et je dis, j'ai 17 ans et demi, mais juste, vous quittez ce bureau tout de suite, vous retournez passer votre bac, vous passez, vous faites 2 ou 3 ans d'études supérieures, et je vous promets que je vous embauche après. Me dit, vous pourrez me rappeler ce truc, j'ai une très bonne mémoire, mais il est hors de question que je vous embauche à 17 ans et demi, etc. Et je lui dis, oui, mais vous, parce que je me rappelle très bien, vous, c'est votre cas, vous n'aviez pas fait le bac, etc. Oui, mais les époques ont changé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis de toute façon, on peut pas dire, vous êtes mauvais élève, non, alors, au revoir. C'est hyper bienveillant en réalité. Oui, exactement. Mais il m'a engueulé. Donc, je me suis fait engueuler dans la première. Donc c'était quand même pas facile. Et j'étais totalement déprimé parce que moi je me voyais commencer le lendemain. Bien sûr. Et il dit en revanche, votre lettre était formidable. Parce que je ne réponds jamais en direct. C'était le patron. Il dit, j'aurais pu l'envoyer à des chefs de rubrique, à des rédacteurs en chef. Je voulais voir qui j'avais en face de moi. Et il dit, gardez juste ça pour vous. Je ne reçois jamais personne en direct. Je reçois que des gens qui ont été choisis par mes rédacteurs en chef et je leur dis, bon, bienvenue dans la rédaction, mais c'est pas moi qui sélectionne. Là, j'ai voulu vous voir. Bon. Mais j'étais quand même déprimé. Bien sûr. Déjà, quand on se dit qu'on doit rajouter le et demi, c'est qu'on n'est vraiment pas vieux. C'est ça. Parce que moi, j'ai 31 ans et demi et j'arrête de le dire. Voilà, c'est ça, oui. Généralement, on peut. Mais je prends pas ça comme une réussite. Je suis accablé. Bien sûr. Je suis désespéré. Puis vous êtes ado encore. Ouais, voilà. Mais je suis complètement naïf. Et je vais à l'Équipe. Discours complètement différent. Heureusement. Le mec me dit, voilà, même discours au début, franchement, la lettre, elle est formidable. Je sens la passion, je sens l'envie, etc. Franchement, voilà. Et puis moi, j'étais encore dans un truc, je connaissais rien. Je pensais qu'il allait m'embaucher. Et il me dit, ah ben non, je vais pas vous embaucher, vous avez 17 ans et demi, etc. Mais en revanche, si vous arrivez à me sortir des papiers, débrouillez-vous. Allez sur les courses, allez dans les compétitions, partez, débrouillez-vous, c'est pas mon problème. Faites-vous accréditer, c'est pas mon problème. Faites des papiers, s'ils sont bons, ils seront publiés. Et ça doit être une niaque de dingue. Et alors en fait, ça m'a complètement inhibé.
En fait, j'étais encore dans un truc où il fallait qu'on me prenne par la main finalement. J'avais besoin. Moi, cette idée de la débrouillardise, je dis mais j'ai pas le permis, j'ai 17 ans et demi. C'est pas mon problème. Débrouille-toi. Va sur les courses. Va en stop, etc. Il avait raison. Et en fait, je suis sorti. Au début, j'étais enthousiasmé de voir à quel point les lettres avaient marché, et complètement accablé après de voir que finalement j'avais un Himalaya à franchir. Et tout d'un coup, il faut réaliser ce qu'on a promis qu'on allait faire. Exactement. Quoi. Ouais. Et donc je me suis déballonné. Et donc j'ai fait ni l'un ni l'autre. C'est pas vrai. J'ai pas fait d'études supérieures et je me suis même pas lancé dans ces trucs-là parce que alors que c'était pas grand-chose au fond, et ça prouve bien que j'étais d'abord pas si courageux que ça, pas si démerdard que ça, et que finalement ce premier coup incroyable, parce que aujourd'hui encore, je conçois la performance que ça avait été de recevoir, ces gens recevaient des dizaines de lettres par jour, d'avoir été reçu tout de suite, mais que derrière, j'en ai fait de la merde. Voilà. J'ai pas été capable de transformer l'essai. Ouais. Et donc, j'étais trop immature, trop jeune, il y avait juste le début du truc. Et j'ai vu ça, ça m'a un peu déprimé. Et finalement. Vous en avez parlé à votre entourage, de cette déception, ou alors c'était vraiment le truc de. Ouais, j'ai tout gardé pour moi. Ouais. J'ai tout gardé pour moi. Et ensuite, j'ai un peu procrastiné, c'est-à-dire que je faisais pas grand-chose. Et ma mère, heureusement, s'est rendue compte que j'ai commencé à me lancer, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, je vais commencer à écrire des papiers, mais dans le vide. Si on va pas sur les sujets, ça sert à rien. Je sais bien que Michel Audiard, quand il était journaliste, écrivait était reporter de guerre sur des terrains dans lesquels il allait jamais, mais je vais quand même donc je faisais des papiers sur des courses auxquelles j'allais pas, etc., mais j'osais jamais les envoyer, forcément. Donc, je donnais à mes parents l'illusion que je travaillais. À l'époque, c'était encore des machines à écrire, c'est dire que ça me rajeunit pas. Mais je ne faisais rien. Et ma mère s'est rendue compte de ça quand même. Et m'a dit, bon, écoute, c'est bon, maintenant, j'ai trouvé, c'est elle, j'ai trouvé des écoles sans le bac, des écoles de journalisme totalement bidons. On le dira pas, oui, non, elles sont bidons, mais elles existent encore. Il y en a plus qu'avant même, oui, je pense. Peut-être. Mais elle me dit, au moins tu rencontreras des gens qui ont la même passion que toi. C'était pas à l'abri de trouver quelques bonnes idées de formation, etc. Bien et sûr. j'y suis allé. Donc, et se faire un réseau aussi, exactement. Ça marche comme et donc ça. finalement, c'est pas si mal ces écoles à la noix. Donc c'était pas le CFJ, le vrai centre de formation qui est réservé à une sorte d'élite. C'était effectivement des écoles un peu bidons, orientées sur la radio. Ce qui est pas mal parce que du coup, on apprenait des choses, etc. Et je suis retourné à l'école. Alors très peu de temps puisque c'était un programme de 3 ans. J'ai fait 9 mois et après j'ai été embauché. Ce qui m'étonne pas quand on voit l'Amérique. Voilà, 17 ans et demi. Mais tous les autres, c'était en fait une époque incroyable où il y avait l'explosion des médias non classiques, donc télévision, radio, etc. Et des gens qui étaient formés à la presse écrite. Et du coup, des gens formés aux médias, il y en avait pas. Et donc, en fait, les patrons de radio, les patrons de rédaction, venaient nous voir dans nos écoles bidons et disaient, venez, on vous embauche, on a besoin, on vous formera. Ouais. Voilà. Et les gens qui faisaient le centre de formation des journalistes, ils voulaient faire que Le Monde, au mieux France Inter, RTL, Europe 1, mais ils voulaient pas et uniquement dans les grands postes, dans les rédactions, parce que c'était le centre de formation. Il y a un certain snobisme. Bien sûr. Le CFJ, c'était l'aristocratie du truc. J'en ai retrouvé après beaucoup plus tard sur les reportages. C'était rigolo parce que on se retrouvait, on n'avait pas du tout la même. Moi, j'étais très empirique, j'avais les trucs et eux étaient beaucoup plus cultivés que moi, etc. C'était marrant. Mais du coup, je suis un peu retourné dans cette école-là. Et j'ai l'avantage, effectivement, j'ai rencontré des gens qui avaient la même passion que moi. Aujourd'hui, on se retrouve, on sait où on est à peu près tous, et c'est reparti. Mais j'ai eu un peu de bol parce que ça vaut finalement. C'est quand même tout ça est une question de timing. Ça sert à rien d'avoir un petit truc. Voilà, j'ai eu un petit coup de bol. J'ai de toute façon un savoir-faire pour écrire une lettre de motivation, mais ça allait pas tellement plus loin. C'est ça, c'est souvent l'idée du coup de bol, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et je crois que une carrière, ça se construit beaucoup plus sur une petite marche après petite marche et toutes ces choses qu'on apprend sur le chemin, plutôt qu'un gros coup de bol qui presque déstabilise, parce que est-ce que je suis à la hauteur de ce coup de bol? Alors c'est un grand débat et c'est vrai que c'est très compliqué de savoir la chance, le travail, les capacités, etc. Moi, c'est un bon smoothie. Ouais, exactement. Tout, hein. La chance, c'est une évidence. C'est un paramètre. Moi, j'y crois pas trop à la chance, mais il y en a forcément. Après, la matrice pour moi, c'est quand même une forme de détermination, en tous les cas, de ne pas se laisser, de pas être découragé. C'est très dur de pas se décourager. C'est très dur. Moi, j'ai très souvent, très régulièrement, des moments où je me
décourage. Ma chance, c'est que ça dépasse pas 2-3 jours. C'est ma chance. Je pense que si j'ai une chance dans la vie, c'est que mon découragement dépasse pas 72 heures. Mais je plonge dans des trucs. Faut se laisser vivre pleinement la chose et puis hop, 2 jours après, c'est bon, on est reparti. Exactement. Mais je sais, peut-être qu'un jour, j'aurai pas la force de me dire que je repars. Mais le nombre de fois où j'ai eu envie de tout arrêter, Dieu merci, ça dure que 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce que vous vous dites après ces 2-3 jours? Je sais pas pourquoi ça repart. Ce qui est sûr, c'est que, alors d'abord, dans un métier aussi fragile que le mien, alors il y a beaucoup de métiers fragiles dans je pense que les gens que vous interviewez, mais la télévision, moi à un moment dans ma vie, j'ai été petit chef à France 2. Donc j'ai embauché des animateurs et on en a aussi arrêté. J'ai fait beaucoup de réunions et j'ai vu que la carrière d'un animateur de télévision, ça tient à une réunion qui tourne mal. C'est terrible parce que vous savez l'envers du décor. Absolument. Et vous pouvez pas avoir cette naïveté, cette légèreté. Je sais que ça s'arrête comme ça. Ouais. J'ai fait des réunions où on a décidé à 4 personnes de l'arrêt ou pas de Christophe de Chavannes, qu'on a arrêté, de l'arrêt ou pas de Michel Drucker, qu'on n'a pas arrêté. Déjà, c'était il y a plus de 20 ans, il est toujours là. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, Michel Drucker, c'est lui qui va vous arrêter. C'est sûr, et heureusement. Mais et c'est incroyable. Et moi, j'étais pas le grand chef. Il y avait le président, la patronne. Vous avez observé ça de près. Mais j'ai vu qu'on pouvait, en tant que personne pas très puissante, avoir du rôle, avoir un rôle pour orienter les réflexions, et j'ai vu que ça tient à rien. Et donc après, quand je suis devenu animateur, je sais que le statut tient à pas grand-chose. Une réunion, parce que les circonstances, le machin, que sais-je, on peut sortir. Donc ça aide à garder la tête froide, mais ça donne aussi le rapport à la fragilité de la chose. Et donc j'ai toujours eu la conscience que tout ça pouvait s'arrêter très vite. Et de temps en temps, on se dit, plutôt que de se faire rattraper par une décision qui n'est pas la sienne, peut-être vaut-il mieux l'anticiper soi-même. Mais bon, ça c'est un vrai débat. Et mais peut-être aussi se détacher de tout prendre personnellement. Ça, je sais que c'est vraiment l'histoire d'une vie et c'est un travail que je fais à titre personnel de ne pas prendre les choses personnellement. Quand on voit ça sous ses yeux pour d'autres personnes qui sont tout aussi talentueuses, je crois que ça aide à mettre les choses en perspective. Ouais, c'est vrai. C'est quand même difficile quand on est concerné, quand c'est sa vie, quand c'est des choses, etc. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, c'est bête, mais c'est très trivial, mais c'est important. C'est la considération économique. On se dit toujours comment on va faire. C'est le plus important. Voilà, comment on va faire. Et c'est vrai que je me rappelle. Alors, c'est une référence très chic par rapport à mon quotidien, mais Jean Rochefort a dit un jour à Guillaume Canet qui l'a rapporté, n'achète jamais le barbecue. Alors c'est une périphrase, enfin voilà, c'est une métaphore pour la piscine que tu es en train de te faire construire. Toi artiste, moi je suis pas un artiste, mais toi artiste, ne te charge pas de trop de choses matérielles parce que du coup tu vas être dépendant pour survenir à tout ça, tu vas devoir faire des compromis. Mais Catherine Deneuve est la première à dire, moi je continue de travailler parce que je brûle la vie par les deux bouts et mon compte en banque est toujours dans le rouge. Du coup ça oblige à accepter les choses qu'on n'aime pas forcément. Voilà. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de se dire, de s'offrir cette liberté de pouvoir éventuellement renoncer. Alors moi j'ai quand même acheté des barbecues, donc j'ai quand même mais en revanche j'ai accepté de pouvoir les perdre demain. C'est-à-dire que dès que je me suis acheté des choses qui étaient inaccessible pour moi quand j'étais môme, mais auquel j'ai pu avoir accès à partir d'une trentaine d'années. Et je me suis toujours dit attention, prépare-toi, peut-être qu'un jour tu vas le perdre. Ne te dis pas que c'est pour la vie. Et ça permet. Donc je me suis détaché. Alors je me suis pas détaché des choses matérielles puisque j'aime le confort, j'aime les choses, etc. Donc j'accepte les saucisses grillées l'été. Exactement. Mais je suis prêt à les perdre. Je me suis toujours dit, voilà, et c'est marrant parce que Philippe Bouvard, que j'ai adoré, qui me donne encore d'ailleurs de temps en temps des conseils précieux. Philippe Bouvard a vécu un moment dans un luxe inouï, il adorait ça. Et il m'a dit un jour, il y a une trentaine d'années, il m'a dit Stéphane, moi au fond, alors il écrit moins, mais si j'ai une machine à écrire, un bureau et une chambre, ça me va. Et c'était un grand joueur, donc il était prêt à perdre ses maisons, à perdre ses voitures aux cartes, ce n'est pas mon cas. Mais il était prêt à ça. Lui, c'est une réflexe de joueur. Il disait, de toute façon, moi, je suis prêt à tout pour le plaisir du jeu. Il jouait sa vie.
Voilà. Et donc moi je me suis dit bon, moi j'ai pas ça, mais dès que je me suis acheté des plaisirs de vie un peu dérisoires, je me suis toujours dit attention, ton métier fait en sorte que c'est tellement fragile que tu peux tout perdre. Garde ça à l'idée et accepte l'idée qu'un jour. Donc j'aime les choses, mais j'en suis pas attaché. Du coup, je suis beaucoup plus libre avec la fragilité de mon métier. C'est ce que j'allais dire. Vous prenez le parti pris de profiter de ce qui va bien en sachant que demain un nouveau jour se lève et ce sera peut-être pas le cas. Est-ce que c'est une manière de préparer les choses? Est-ce que c'est une manière de se protéger? Ouais, en fait, 80% des émissions de télévision ne marchent pas. C'est vrai toujours. Ça, c'est lunaire. Comme chiffre. Et c'est de plus en plus difficile parce que avant, quand vous lanciez une émission, vous la lanciez avec 3 chaînes ou 6 chaînes, on va dire, pour les plus, voilà, pour tout le monde a la mémoire de 6 chaînes, en tous les cas, peut-être les plus jeunes ont la mémoire de plein de chaînes, mais, aujourd'hui, quand vous lancez une émission, il y a 32 chaînes. Et donc, puis il y a YouTube, et puis il y a TikTok. Et les plateformes. Exactement. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur. C'est pas un hasard si les formats qui cartonnent sont souvent des vieux formats. Effectivement, Top Chef à 13 ans, Pékin Express à 17 ans, Koh-Lanta à plus de 20 ans, Fort Boyard à 30 ans, etc. Ce sont des émissions. Le Père Fouras, on a 300 ans. Marqué, exactement. Et c'est très dur de lancer aujourd'hui une émission parce que vous la lancez avec 32 chaînes gratuites plus les plateformes. Donc, ça joue aussi. Mais, malgré tout, ça a toujours été dur de faire une émission à succès, malgré tout. Et la plupart du temps, voilà. Mais c'est comme c'est dur de faire un film à succès, une chanson à succès, etc. Donc, on sait tout ça. Et un succès, on sait pas combien de temps ça dure. Il se trouve que maintenant, on se rend compte que les succès de télévision peuvent durer longtemps. Mais on savait pas avant. Il y avait pas, la télévision n'a pas une mémoire immense. Et on a beaucoup changé les émissions. C'est assez récent que l'on garde les émissions longtemps comme ça. Et donc, je sais que les choses peuvent durer le temps des cerises, voilà. Donc c'est vrai que le côté éphémère, je m'y suis toujours préparé. C'est pas forcément drôle, hein. J'y vois pas une philosophie positive, hein. Mais comme une fatalité. Oui, c'est la fatalité. Il faut accepter. Il y en a qui prennent un plaisir pour ça. Moi, j'aurais préféré que ce soit plus structurel, mais c'est comme ça. Moi aussi, et puis mieux dormir la nuit. Mais est-ce que ça vous aide pas aussi à profiter pleinement de l'instant présent? Ah, ça c'est vraiment dur. C'est dur. Oui, c'est vraiment dur. C'est le plus grand talent pour moi. Les gens qui ont cette capacité-là sont bénis des dieux. Les gens qui ont la capacité à profiter du moment, à comprendre que le bonheur c'est le moment et c'est certainement pas structurel, sont pour moi les plus forts de tous. C'est pas la majorité du genre, hein. Je pense que la plupart d'entre nous, on est tellement accaparés par les soucis du quotidien, par les angoisses du futur, que la plupart d'entre nous, je pense, en tout cas, j'ai rarement rencontré des gens qui ont cette capacité. Et avoir cette fatalité, est-ce que ça vous aide peut-être à continuer à prendre des risques? Parce que sinon, ce serait trop lourdingue à porter. J'aborde la vie avec le sourire. On me reproche parfois en télévision, parce que c'est vrai que j'ai naturellement un sourire. C'est le reproche le plus nul que j'ai entendu. Mais je considère que, mais ça veut pas dire que derrière, il n'y a pas des inquiétudes, des stress, des contrariétés. Mais je considère qu'en général, moi, quand j'aborde les gens, quand je suis au quotidien, pas qu'à l'image, hein, c'est pas quand la caméra s'éteint, je souris pas. Généralement, je souris. En revanche, c'est vrai que il y a quand même, alors ça va mieux, hein, mais j'essaye de profiter beaucoup mieux, effectivement, d'instant présent. Mais pour moi, si je pense qu'il y a une chose à faire dans la vie, c'est ça. Apprendre aux gens, aux autres, à ma fille, j'essaie, etc. C'est très, très dur. Parce que c'est vrai qu'on est toujours soit à se projeter devant, pire, les gens qui se projettent derrière, qui ressassent le passé, c'est pas mon genre. Mais en revanche, oui, je me projette sur l'avenir et alors le prochain problème et les prochains trucs, il y a encore ça à faire et ça on n'a pas eu le temps, etc., etc. La pire des choses pour moi, c'est de regarder derrière. Ouais. Et de ressasser. Si, regarder derrière avec plaisir ou nostalgie, pourquoi pas. Moi, j'aime bien la nostalgie heureuse. J'adore les années 70-80. Voilà. Complètement. Mais ressasser les problèmes du passé, c'est terrible d'avoir des regrets. Et c'est littéralement aussi l'objectif de la leçon, c'est de se dire, bon, même les moments moins agréables et voire douloureux peuvent m'être utiles pour aujourd'hui et pour demain. Parce que sinon, si c'est juste une épine dans le pied... Ouais. Et alors, si on va dans le très très lourd, mais ça permet aussi d'avoir ce côté, en tous les cas, ce refus de regarder derrière avec que de la noirceur et de briser sa vie avec ça. Moi, je viens d'une famille dont certains membres, une partie seulement de ma famille, a connu la Shoah. Quand il y a ça, et moi j'ai vu à quel point les gens étaient capables de repartir. Si eux ont été capables de repartir, si eux ont été capables de ressourire, de re-rire, de faire des enfants, d'avoir des réussites ou des échecs professionnels,
et s'en sont relevés. Comment nous, on peut commencer à ressasser nos petits problèmes. Alors, on va expliquer où on est. Hein. On va expliquer qu'on est dans un resto. C'est la partie on danse. C'est dommage. Vous pouvez pas nous voir puisque c'est un podcast. Ils vont couper. On va voir. Tu gères? Ah, merci. C'est midi, juste... Bon, je vais couper. Sinon, on se mettra ailleurs. Hein. On a d'autres plans B. Hein. Bon, c'est presque drôle. Est-ce que je garderai pas ce moment? Oui, faut le garder. Non, mais c'est vraiment Stéphane en train de danser. Non, on danse pas. Vous faites vachement bien la salsa Zumba. Alors, on va expliquer. On est dans un resto. Dans le Riva? Ouais, on va aller dans le Riva. On va ensemble ou on coupe? Ou on fait place ensemble? Comme un micro. Je sais pas. Alors, j'explique aux auditeurs de la leçon que nous déplaçons, nous sommes au Splash, et on découvre plusieurs espaces. Voilà, et qu'en fait leur service a bientôt commencé et que du coup la musique démarre. On est par là. Je sais pas où on va, mais c'est vraiment on se déplace. Donc j'explique, je fais un commentaire. J'espère bien. Voilà, donc là on se déplace, on passe devant les cuisines, on passe l'une des salles, vous savez, et on va dans un salon privé réservé aux super VIP. Vous savez, Stéphane, je pense que vous devriez être animateur parce que ça vous va vachement bien. Voilà. Le salon est ouvert ou pas? Il est ouvert? J'espère qu'il est ouvert parce là, que on passe devant le bar. Et puis là, vous entendez les glaçons. Regarde, on va nous ouvrir. Voilà. Ça, c'est la machine. Voilà. Merci beaucoup. On est bien. Et là, on nous accompagne et on va se mettre au fond comme ça. C'est vachement bien. Voilà. Et là, on va se mettre là. Et on va fermer la porte. Et avec les micros directifs, ça devrait marcher. Merci, Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je ferme le truc, super. Merci. Voilà. On y est. Si on fait si on fait un gros retour en arrière à ce moment-là où vous avez 17 ans, où vous subissez cet échec un peu cuisant, puis vous rebondissez... pas tout de suite, mais oui. Pas tout de suite. Avec ce moment de flottement, j'imagine que vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Alors oui, mais ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai, on va dire... 60 fois dans l'année la réflexion du fait que je vais pas y arriver. C'est vraiment encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Ça dépend sur quel sujet, ça dépend sur quoi, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai la chance d'avoir beaucoup de projets souvent. J'ai rarement, c'est arrivé 2-3 fois, mais rarement dans ma vie j'ai rien eu de vent. J'ai souvent eu des projets. Et du coup, en revanche, oui, à chaque fois, je les vois avec détermination, mais je vois tout de suite les problèmes. Et du coup, ça m'assombrit un peu la réflexion. C'est lourd sur les épaules. Ouais. C'est pour cette raison-là, souvent, que vous vous dites, je vais pas y arriver, ou alors j'ai un doute. Les vraies grandes réussites sont toujours, excusez-moi, je me considère pas, du coup, sont toujours teintées d'un peu d'insouciance. Parce que les gens qui réussissent vraiment font fi des problèmes qu'il y a, et ne voient que les opportunités. Et les inconscients se plantent, ceux qui ne voient aucun problème. Ceux qui sont un tout petit peu inconscients se disent, négligent les problèmes et leur force de solution fait que ça fait la différence. Et les gens comme moi qui sont très réalistes, du coup, je m'en sors par ma détermination, mais c'est vrai que puis l'expérience fait que les problèmes, on sait qu'on va les résoudre, mais quand même. Puis la confiance en soi qui grandit aussi avec les années. Petit peu, ouais, sans doute. Mais je sais que quelques-uns de mes amis qui ont des réussites solaires, je vois qu'en fait, quand on parle de leur projet, je vois les soucis, les problèmes, et me fait, non, monsieur, t'inquiète pas, ça va se régler. Et ça, c'est génial. Et à la fois, je trouve ça fantastique. C'est génial parce que, et moi, je dis, mais t'es sûr, mais ça a l'air. Non, mais t'inquiète, ça. Mais vous savez, ils ont besoin d'un ami comme vous aussi, peut-être. Le yin et le yang. Oui, c'est ça. Et en revanche, ceux qui se ramassent sont ceux qui sont persuadés qu'ils sont géniaux et ne voient pas les problèmes et les voient arriver et se les prennent dans les tronches. Mais voilà, c'est un poil d'inconscience. C'est un petit pont très fin avec un peu d'insouciance et à la fois aussi l'expérience de s'être planté, d'avoir réussi à se relever. Je crois que ça oui, puis une confiance. Moi, j'ai un ami producteur qui a mon âge, mais donc qui a commencé à produire des émissions de télévision à 25 ans. Il faisait des réunions de production avec les plus grands patrons de TF1, de France 2, alors qu'il avait donc 30 ans de moins qu'eux, 35 ans de moins qu'eux. Et aujourd'hui, on en reparle. Il a une réussite fabuleuse et il me dit, mais j'étais complètement inconscient. Mais
j'allais les voir en basket, je leur vendais des émissions, je savais même pas si j'allais y arriver, etc. Stéphane, vous aviez 17 ans et demi dans le bureau, oui, mais la preuve, le bureau du patron de l'équipe. Oui, vous croyez pas que vous aussi vous aviez un peu cet aspect solaire et ouais, non, mais je crois que j'étais moins inconscient. J'étais moins inconscient, vraiment. Enfin, je sais pas trouver le bon mot. Vous êtes dur avec vous-même. Je pense que vous avez une sacrée force de vie et lorsque vous parlez de réussite, moi j'en vois une très très grande. Ouais. Hein. Non, mais oui, alors attention, c'est la leçon, c'est pas je cire les pompes de oui, Stéphane. non, j'ai compris. Mais non, je le pense sincèrement. Je vois en tous les cas la différence. Voilà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ni mes diplômes, on en a parlé, ni vraiment mon talent qui a fait entre guillemets ma réussite. C'est une curiosité, une détermination et mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire beaucoup autre chose et peut-être mieux si j'avais eu un tout petit peu plus confiance en moi. Et je vois mes potes qui parfois font tomber des murailles, etc. C'est parce je suis bluffé. Moi, je me considère déterminé, mais pas ayant confiance en moi. Et je pense que si j'avais eu confiance en moi en plus de détermination, je pense ça aurait été plus fort. En tout cas, vous gardez une humilité qui est géniale et je pense que ça vous sert aussi vraiment. Oui, alors c'est vrai que ce qui est insupportable. Manière-là. Là, c'est vrai. C'est ce qu'il faut, c'est que la confiance en soi bascule pas dans l'arrogance. C'est horrible. Les gens qui effectivement ont une sorte de sentiment de supériorité absolue, voilà. Et ça, c'est vrai que. Mais moi, j'ai remarqué souvent que ce sont ceux qui sont à la moitié de leur réussite, les gens qui ont vraiment réussi et qui n'ont plus rien à prouver, sont des gens souvent très simples. Et ceux qui sont encore un peu dans la recherche de la lumière. C'est pas faux. Et donc moi, je me rassure toujours de cette manière. C'est pas faux, c'est vrai. Et après, c'est une différence après, il y a différentes personnes, ça dépend un peu. Moi, c'est vrai que j'ai fait, mais il y a aussi la difficulté de la vie qui fait que parfois les gens sont plus difficiles à travailler. Mais là, on change un peu de sujet. Mais moi, je me rappelle Bien sûr. J'ai 2-3 fois dans ma vie rencontré Jean-Paul Belmondo pour le travail, etc. Pour moi, c'est le dieu de mon enfance. Hein. C'était l'acteur numéro 1 quand j'étais jeune. En parlant de personnes solaires, lui, c'était un soleil. Et pour moi, c'était la plus grande star de France dans le cinéma, etc. Et j'ai produit pendant 2-3 ans une émission de cinéma. Et ça a été de très loin la personne la plus facile à travailler. Incroyable. Gentil avec tout le monde, prévenant, etc. C'était quelqu'un de très déterminé. Il m'a expliqué qu'il a vraiment voulu réussir après. Hein. Mais je me suis dit, ah la vache, c'est fou comme le type qui a le mieux réussi pour moi dans son domaine était le plus bienveillant, le plus attentif aux autres, le plus sympathique, etc. Donc, je me rendais compte qu'on pouvait à la fois réussir le truc et être sympathique. Mais bon, voilà. Bon, c'est un peu à côté, mais c'était un petit hommage à lui rendre parce que moi, à chaque fois, il m'a tellement bluffé. Ah oui, non mais vous faites bien. Et si vous vouliez dire quelques petits mots à ce jeune de 17 ans et demi que vous étiez, qui vient de se prendre une rouste en sortant de ces 2 rédactions, alors qu'il s'y voyait déjà. Il s'y voyait déjà. Ouais, il a dû attendre quelques années. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je crois que la persévérance c'est déjà l'une des clés. Ouais, c'est ça. Au fond. Confusément. Alors on n'a pas trop envie d'entendre ça. Hein. Je vais être un peu dans les poncifs, mais malheureusement parfois ils sont vrais. Alors si. Alors ok. Bon, travail, ok. Détermination, ok. Il y a un truc que j'avais pas. Et il faut pas y voir du cynisme. Hein. C'est la majorité. Non, c'est de comprendre que on a besoin de s'entourer de gens dimensionnés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens plus hauts que vous qui vous donnent votre chance. En revanche, il faut que ce soit des gens bien intentionnés, bienveillants, qui vont pas vous briser votre enthousiasme. Mais on a besoin, j'ai 3-4 personnes dans ma vie qui ont bien sûr m'ont donné la petite courte échelle, qui ont fait la différence. On peut pas dans des métiers où il y a des structures sociales comme le monde de notre société, on a bien sûr besoin de gens qui sont déjà en situation et qui vous donnent votre chance. Et donc il faut essayer de les identifier, peut-être même les choisir. Ce que j'ai pas fait. Je sais pas si aujourd'hui vous voulez faire du cinéma, il faut trouver un moyen comme une autre d'aller voir les plus grands producteurs, les plus grands agents. Si vous voulez faire la télévision, il faut aller voir les plus grands producteurs et les plus grands patrons de chaîne, j'en sais rien. Et ce que j'ai pas fait, j'ai pas eu ce truc-là. C'est ces gens-là et ensuite sélectionner ce que
ceux qui sont bienveillants et ils sont rares, et ceux qui vont effectivement vouloir vous aider. Moi, je me rappelle, j'ai pas fait ça. Je crois que c'est vrai. Nagui, il a pendant 3, 4 jours, 5 jours, fait le pied de grue devant le bureau de Dominique Cancien, qui était la grande patronne de la télévision à l'époque, pour qu'elle finisse par l'aider. Et ensuite, il a fait le job. Et moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas eu cette stratégie. J'ai envoyé à des trucs, mais j'ai fait à l'envie, j'ai fait à l'instinct, etc. Il y a quand même un peu de stratégie. Donc, je crois que garde ce que t'es, et mets un peu plus de méthode. Mm-hmm. J'ai eu une méthode, mais qui était peut-être pas la plus efficace. J'ai contacté, où j'ai été voir les choses qui me faisaient envie, que j'aimais, etc. Et ça, c'est bien, parce que c'est mieux. Mais il faut un petit aussi business plan de sa réussite. Ouais, quoi. Je crois. Et il faut pas hésiter à aller. Alors, très haut, c'est pas forcément dans les très grosses boîtes, hein. Mais je pense que on peut accéder, réussir à contacter les gens qui nous inspirent et qui nous font envie. Je suis tellement d'accord, et vous seriez vraiment étonné de voir que beaucoup répondent. Il y a toujours un moyen sans être trop intrusif, évidemment. Je pense même qu'il le faut être. Il faut l'être. Bon, bah alors vous m'ôtez de l'émotion parce que, mais un peu quand même. Ouais. Et puis garder un peu de naïveté, parce que sans cette naïveté, vous auriez été terrassé par la peur, je pense. Vous y seriez jamais allé dans. Non, j'aurais pas osé. Mais c'est vrai que une fois qu'on sait avec le recul, c'est fou comme on se fait des barrières. On dit ça c'est pas possible, ça je peux pas. Et puis le regard des autres. Ça j'y arriverai pas. Ah non, ça j'aurais honte. Ou ça, mais non, mais je vais être ridicule, etc. Et en fait, il faut y aller. Il y a une forme d'inconscience, un peu de mauvaise manière, c'est pas très grave. C'est Oscar Wilde qui disait les mauvaises manières font un journaliste. Alors faut pas être mufle, mais il y a un tout petit peu faut un peu forcer les portes. Faut un peu mettre le pied dans la porte pour essayer d'y aller. Et puis de toute façon, si on se prend un vent, on se prend un vent. Et oui, mais c'est un truc. Si on le fait avec le sourire, si on le fait avec bienveillance, il y a un truc aussi. En revanche, c'est horrible, hein, mais alors moi, je l'ai pas fait parce que j'ai l'admiration facile. Ça, moi, ça me dérange pas d'admirer les gens. Alors, j'ai mon propre panthéon personnel, il vaut ce qu'il vaut, mais effectivement, moi, dans mon enfance ou dans mon adolescence, dans ma jeunesse, et en haut de la pyramide de Ponzi, hein. Voilà, exactement. J'ai des pilotes de course, n'importe quoi. Et le dire à des gens qui peuvent éventuellement nous aider professionnellement, qu'on les admire, qu'on a envie de bosser avec eux, que ça et ça, ce qu'ils ont fait, ça marche toujours, hein. Parce que non mais c'est vrai, ça fait toujours plaisir. Et le truc, ça peut aider. Alors encore une fois, moi je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Philippe Bouvard, c'était en tant qu'intervieweur pour Libération. Il s'était toujours fait massacrer par Libération parce que voilà, Philippe Bouvard c'était un grand bourgeois, Libération c'était un journal un peu, voilà. Et j'ai fait un papier plutôt gentil, il était surpris. Et il a voulu me rencontrer, il a voulu me rencontrer, etc. Et ensuite je lui ai demandé 1000 conseils. Il m'a pas aidé dans le sens où il m'a jamais embauché. Il m'a donné 1000 conseils qui sont pas exactement ceux-là, hein, mais très utiles. Alors je peux vous embêter sur les conseils, mais c'était très pratique. Mais bon, si je vais vous le dire, globalement, j'avais commencé déjà à faire de la presse auto, et je voulais faire de la télévision. Et j'étais ancré, vraiment en tant que journaliste, ça marchait bien. J'étais rédacteur en chef, etc. Et je lui dis mais je vais faire de la télé, je vais être animateur télé. Et il me dit stratégie toujours. Ça marchera pas. Aujourd'hui, vous êtes trop avancé dans la carrière. J'avais 25, 26 ans. Puis il m'a dit, c'est jeune, hein, pour avancer dans sa carrière. Oui, mais presse auto. Il m'a dit, vous êtes déjà marqué dans quelque chose qui est un peu trivial, qui est un peu bas de gamme, entre guillemets. Non, mais c'est vrai. Vous pensez à qui? Donc, les gens vont se méfier, si vous voulez faire de la télé, rentrez dans la télé par l'automobile. C'est pour ça que j'ai fait Turbo sur M6. Parce que du coup, ensuite, vous aurez l'image de quelqu'un de télé. Au moins, et du coup vous pourrez oublier l'automobile. Et moi je voulais surtout pas faire Turbo parce que je me suis dit si je veux faire de la télé, c'est pour surtout pas faire de la presse auto. Et puis pour sortir de ce que je connais, ouais. Voilà. Et lui m'a dit non, vous avez pas compris Stéphane, vous rentrerez pas sinon. Il a peut-être eu tort, je sais pas. En tous les cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc été voir Chapat qui m'a donné ma chance. Je crois que ça a bien marché. Et ensuite, j'ai voulu faire oublier que j'ai fait Turbo, faire de la télévision entre guillemets normale. Mais c'est Bouvard qui m'a donné justement cette fameuse méthode. Et ce qui est fou, c'est qu'on a beaucoup de mal à voir soi-même le bon truc. Je disais, mais non, c'est bon, maintenant, je peux rentrer, je peux faire d'autres choses, etc. Et ça sera plus rapide, plus efficace. Ça a mis 1 an et demi, mais au moins, pendant 1 an et demi, j'ai fait Turbo. Mais en fait, c'est très court dans c'est très une court, carrière. Exactement. Ouais. Et ça, je le dois à Bouvard, parce que j'aurais pas eu cette lucidité. C'est comme une lui, phrase. il m'a juste demandé de me raconter ma vie, comme vous me faites vous, en un quart d'heure, en 20 minutes, pendant un déjeuner.
Et il a trouvé la solution tout de suite. Alors que moi, je tournais en rond, ça faisait 7 ans que j'étais journaliste. 17, 25. Et je tournais en rond, et je trouvais pas la solution. Et lui, en une demi-heure, et puis on parle toujours à son entourage qui est très bienveillant, mais qui n'est pas souvent. Ils n'ont pas les codes. Et puis ils ont un prisme souvent. Philippe Bouvard. Oui, absolument. Alors sur les grands principes, les proches, en tous les cas, les parents ou les proches, c'est les valeurs. Sur le boulot, ça sert à rien de leur poser la question. Sauf s'ils connaissent le métier, sauf s'ils sont du métier. Si on veut aller dans un domaine, et encore, si on veut, il faut aller demander des questions et interroger plein de gens du métier. Nos proches nous donnent les valeurs humaines, elles sont universelles. Ensuite, on a les bonnes ou les mauvaises, c'est autre chose. Mais ça sert à rien. Moi, c'est vrai puis que Bouvard, il y gagnait rien à dire ça. Donc du coup, il y a quand même bienveillance d'un vétéran. Bienveillance d'un vétéran. Exactement. Et ça, c'est vrai que ce sera toujours plus facile d'avoir des conseils de quelqu'un qui a fait sa vie que quelqu'un qui est dans le combat. Ouais. Et puis il y en a qui il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner des conseils, hein. Beaucoup. Parce que beaucoup de gens ont été à notre place. Donc beaucoup de gens sont prêts à donner des conseils. Ça, il y a pas de problème. Donc il faut jamais hésiter. Et puis ensuite, on fait ce qu'on peut avec les conseils. Mais je demande souvent. Alors c'est marrant parce que alors autre chose, Dominique Chapat par exemple, une fois qu'il m'a embauché, j'ai travaillé avec lui, a pas du tout la même philosophie de vie. Et donc lui me donnait des conseils que j'ai pas suivis, hein. Alors qu'il a raison, hein. Mais il voyait que c'était rapide, lui, cette émission, là, même depuis 37 ans. Et il me disait, je me rappelle un jour, j'étais journaliste pour lui, pigiste, mais je continuais à faire de la presse écrite. Donc, par exemple, essai d'une voiture, chose triviale, aux États-Unis, j'avais vendu l'essai 7 fois, à 6 canards, plus à turbo. Et donc, on est aux États-Unis, au début du Mississippi, et la présentation officielle fait que on est censé descendre le Mississippi avec un bateau à eau jusqu'au bout. Et moi je dis non mais Dominique, moi je rentre à Paris parce que j'ai 6 papiers à faire. J'ai vendu je sais plus VSD, Libé, Sport Auto, hein, plus turbo. Et Dominique me fait Stéphane, là pendant 3 jours on descend le Mississippi, profite de la vie. Tu écriras tes papiers. Au pire, tu perds 2 piges. Mais ça, tu le feras jamais. Et j'ai jamais fait. Du coup, aujourd'hui, 30 ans plus tard. C'est drôle. Et il me dit, moi, t'inquiète pas, j'ai envie de faire les choses. Mais il y a des moments où je profite de la vie. Ouais, l'instant présent, voilà. On y revient, bien sûr. Et moi, j'ai dit, non, je rentre. et en rentrant, je dis, Prince Dominique, quand même. Il a la capacité, quand il y a un petit moment, s'il peut, à dire, oh là, attends, j'en profite. Laisse-moi. Et ensuite, il renquille. Parce que mine de rien, une hebdo bien sûr. Sur turbo, c'est beaucoup de travail. Mais et surtout le bateau à aube, c'est un vrai truc. Mais moi, jamais à 25 ans, j'ai pas pris de vacances pendant les 8 premières années de mon travail. Jamais je me suis dit ça. Jamais. J'étais une connerie, hein. Mais jamais je me suis dit ça. J'étais trop dans le truc. Oui, mais il y a une énergie d'aller de l'avant en permanence et c'est super. Moi, je pense que c'est ce qui pousse aussi. Much. Alors les vacances, je suis très française et je sais que pendant 3 ans, j'en ai pas pris. C'était hyper intéressant. Un dernier petit mot à ce jeune que vous étiez de 17 ans et demi, qui là est devant sa machine à écrire et qui est là, oui papa, j'arrive, et qui se dit merde, faut que j'invente un papier que je ne vais envoyer à personne. Ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez? Faut toujours se méfier des phrases toutes faites parce qu'on a tous notre voilà nos phrases voilà qu'on aime bien. Il y avait du chemin facile au chemin difficile. Le bon, c'est forcément le difficile. Hein. Je sais plus, c'est un truc qui existe comme ça. Alors me regardez pas, je le connais pas. Oui, mais c'est voilà. Bon, quand t'as 2 routes à prendre, ne crois pas. Voilà, prends la plus difficile parce que c'est la bonne. C'est pas si vrai. Voilà. Ouais, puis la vie, elle est compliquée déjà telle qu'elle. C'est pas si vrai. Je pense qu'effectivement, il faut pousser ses qualités, gommer un peu ses défauts, mais aller dans un truc. Voilà. Mais bon, encore une fois, on en fera une série. Oui, on en fera. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. C'était vraiment intéressant. Et puis, on a découvert tout un. Oui, pardon pour le voyage sonore. Et ça, c'était très drôle. J'espère que cet épisode avec Stéphane Rothenberg vous a plu, vous a boosté. Si vous voulez suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.